Plus aucun bateau russe ne navigue en mer Noire, alerte Kiev. Les Russes semblent avoir déserté cette zone pourtant stratégique après le naufrage du Sergueï Kotov, coulé par les Ukrainiens. C'était mardi dernier au large de la Crimée, détruit par une attaque de drones. Un navire de guerre pourtant important, le patrouilleur le plus moderne, nous disait-on, de l'armée russe. 94 mètres de long, 14 mètres de large. Il abritait 80 soldats et coûtait 65 millions de dollars. Dernier coup d'éclat donc de l'armée ukrainienne qui a réussi à prendre l'ascendant en mer Noire grâce à ces attaques de drones et de missiles. Pour en parler, accueillons l'amiral Alain Coldefille. Bonjour. Bonjour. Ancien inspecteur général des armées. Natalia Turine, bonjour. Fondatrice des éditions Louison, spécialisée dans la littérature russe. Accueillons Alexandre Négrus, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, co-auteur de Géopolitique du XXIe siècle aux éditions Ellipse. Et Patrick Martin-Génier, bonjour. Soyez également le bienvenu, spécialiste des questions européennes, des questions internationales et auteur de L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studirama. Selon une enquête du Figaro, environ 21% des navires russes en mer Noire ont été détruits ou endommagés. Autrement dit, une dizaine de navires russes. La flotte russe qui déserte la mer Noire, amiral, c'est quand même un coup dur pour Moscou. Oui, mais si elle déserte la mer Noire, c'est qu'elle n'a pas pris la mer, en fait. Et une marine, pour être opérationnelle, elle doit être en mer. Elle doit naviguer 24 heures sur 24. Avec, en se protégeant mutuellement, avec une couverture aérienne, une couverture sous-marine. Là, les navires russes qui ont été détruits l'ont été au port ou dans des situations, à part le Moskva qui a été détruit en mer, on pourra en reparler, mais on en a déjà parlé assez longuement, et dans des conditions où leur sécurité n'était absolument pas assurée. Voilà. Donc, quand on va faire la guerre en mer, c'est comme sur le terrain, on reste pas statique, on bouge, on manœuvre. On maîtrise l'espace aéromaritime. Et là, on a des gens qui sont statiques. Ils sont dans leur position comme un fantassin au milieu du champ et il attend. Voilà. Eh bien, c'est normal. Ils ont été détruits par, je vais dire, des Ukrainiens qui sont offensifs, qui utilisent des moyens qui sont adaptés à la mer Noire. Hein. Les drones navals qui ont été utilisés, je l'ai déjà expliqué sur ces plateaux, ce sont des drones qui tapent au-dessus de la surface, dans des zones qu'on appelle les œuvres mortes des bateaux, qui font des morts et des blessés, mais qui coulent pas les bateaux. Et en plus, voilà, on les voit les sur Magura V5. Voilà. Ouais, bon, ça va pas très vite. Et en plus, ils sont adaptés à des mers plutôt confortables. On n'imagine pas ce genre de navire en ce moment, pendant les grandes marées, dans le golfe de Gascogne. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc les Russes, je dirais, n'ont rien appris des épisodes précédents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas apprendre. Il ne faut jamais dire des choses comme cela. Mais pour le moment, visiblement, ils n'ont rien appris. Ce patrouilleur, le dernier patrouilleur que vous indiquez comme étant ultramoderne, effectivement, il est très moderne. Il a un équipage très nombreux. 80, c'est aux normes occidentales, c'est 2 fois plus que les bateaux occidentaux. Il aurait dû avoir une couverture aérienne, soit à partir de la terre, soit en mer. Il doit avoir une connaissance de la situation, du renseignement et l'identification des cibles qu'il attaque. Visiblement, ça ne s'est pas fait. C'est comme la guerre en l'air, c'est comme la guerre sur terre, la guerre sur mer. Il n'y a pas de miracle. Est-ce que c'est vraiment une épine du pied pour les Russes d'être incapables d'avoir la maîtrise de la mer Noire? Puis on parlera aussi de la Crimée. Mais bien sûr, parce que je veux dire, on se focalise, et c'est normal, sur le terrain terrestre, si je puis dire, parce que c'est là que la guerre commence et qu'elle se termine. Mais toute manœuvre enveloppante des Russes est à peu près condamnée à l'échec pour le moment. La protection du pont de Kerch est, à mon avis, moyennement assuré, même si ça reste un objectif terriblement défendu. Donc toutes les manœuvres qui pouvaient être faites par la mer, projection de puissance, projection de force, c'est-à-dire le débarquement, sont pour le moment impossibles dans le catalogue des actions tactiques que le commandement russe peut proposer au président Poutine. Alexandre Négrus, c'est une humiliation pour Moscou de se demander si on va aventurer un navire russe en mer Noire, qui est une zone très stratégique. En tout cas, c'est le signe manifeste du complexe de supériorité russe depuis le début de la guerre, qui pensait pouvoir prendre Kiev en quelques jours. Et on s'aperçoit que
Sur le front terrestre, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé sur la ligne de front de 1000 km qui est assez figée. Il y a quelques percées ces dernières semaines de la part de l'armée russe, mais il y a aussi la mer Noire qui est éminemment importante. Et pour la Russie, il y a un point de blocage très important, et ce alors que l'armée ukrainienne ne dispose pas d'une marine. Et c'est extrêmement significatif, si vous voulez, que l'Ukraine ait pu reprendre ses exportations de céréales, puisque la mer Noire constitue le poumon, un de ses poumons économiques, et permet de financer son économie de guerre. L'Ukraine étant un pays en guerre a besoin d'une économie de guerre, et la mer Noire le permet. Ce qui est très important aussi, c'est que l'Ukraine parvient à repousser la marine russe dans les confins de la partie orientale de la mer Noire et à les écarter. Et puis, si vous voulez, l'autre enjeu, c'est l'accès que permet la mer Noire vers la Méditerranée via les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Et en la matière, on peut citer l'acteur turc, qui est éminemment aussi important, puisque à l'aune de la Convention de Montreux de 1936, ce sont les autorités turques qui maîtrisent les droits de passage dans ces détroits, et qui interdit le passage de navires de guerre militaires. Donc aujourd'hui, la Fédération de Russie est assez limitée dans ses actions en mer Noire. Alors on évoque les navires russes qui peuvent être coulés, mais aussi dans les airs, en mer Noire, il y a des chasseurs russes qui sont abattus par les autorités ukrainiennes. Donc c'est assez significatif de ce qui est en train de se jouer en 2024, puisque 2024, à l'aune de l'affaiblissement du soutien militaire américain, de l'organisation certes complexe de l'aide financière et militaire de l'Union européenne pour combler ce manque d'aide militaire américain, on voit qu'il y a un déplacement du centre de gravité de la guerre d'Ukraine vers la Crimée et vers la mer Noire. Patrick ? Oui, je crois que vous le disiez tout à fait justement, c'est véritablement une épine dans le pied des Russes. Ils pensaient pouvoir maîtriser, déjà que la mer d'Azov c'est devenu une mer russe, intérieure russe, ils pensaient pouvoir maîtriser complètement cette mer Noire, et on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement fragilisés et qu'ils ne sont pas à l'abri effectivement d'un drone marin ou autre, et donc ils ne maîtrisent absolument rien. Vous avez raison, effectivement, le président Zelensky a réussi à continuer l'exportation des céréales, plus côté Roumanie d'ailleurs, en faisant très attention, et il était, le président Zelensky, cette semaine chez Erdogan en Turquie pour s'assurer de la continuation de cet accord. Donc c'est véritablement effectivement une épine dans le pied, une faiblesse de la part de la Russie. Est-ce que pour autant ça la fragilise en Crimée? Parce que l'objectif c'est bien cela, au final, de reprendre, de reconquérir la Crimée. Et là, ça s'annonce quand même un peu plus périlleux. Mais effectivement, c'est quelque chose qui montre bien qu'au final, cette guerre est aussi une défaite navale stratégique pour la Russie. Oui, comme le rappelait très bien Alexandre Négrus, Natalia, les Ukrainiens, ils n'ont plus de flotte, mais ils sont quand même en capacité de faire couler d'énormes navires russes extrêmement coûteux. Mais c'est ça le paradoxe, parce que d'abord, la flotte de la mer Noire, j'ai quelques amis qui ont fait leurs 3 ans de l'armée en Union soviétique dans la mer Noire. Ils m'ont raconté des choses complètement hallucinantes, parce qu'une des anecdotes, c'était combien de navires étaient coulés aujourd'hui et combien c'était nous qui les avons coulés. Donc la flotte noire a toujours été une espèce de cancre de la flottille russe, parce que beaucoup de corruption et tout. Souvenez-vous, il y avait une tempête et on disait oh là là, il y a la tempête et tous les barrages étaient détruits, mais au fond, on ne savait pas que ça arrange les amiraux et les hauts gradés de la flottille dans la mer Noire, parce que quand il y a une destruction, il y a une reconstruction. Quand il y a une reconstruction, il y a l'argent qu'on donne pour. Et l'argent qu'on donne pour un bâtiment, n'importe quel, militaire ou pas militaire, il y a les rétrocommissions. Et en fait, la flottille de la mer Noire, c'est ça. Et puis, c'est les navires. L'amiral l'a bien précisé, le navire, il est bien quand il est dans la mer et quand il bouge. Or, les navires tels que m'ont raconté mes amis, quand il restait une demi-journée
dans la mer, on leur donnait le médaille du long séjour dans la mer. Et du coup, il avait la permission de quelques semaines pour aller se reposer à la maison, parce que les bateaux russes, bizarrement, n'ont aucune autonomie, d'après, encore une fois, ce qu'ils m'ont raconté. Donc, et aussi, le paradoxe, c'est que si aujourd'hui, cette guerre dure aussi longtemps, c'est parce que l'attaque depuis la Crimée a été très très bien organisée par les Russes. Mais peut-être qu'ils se sont endormis sur leur laurier, parce que même les Ukrainiens ont reconnu que la façon dont les Russes ont pris la Crimée en 14 et comment ils ont réussi à faire un trou depuis la Crimée, et c'est ça qui a fait qu'ils ont élargi le front. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que c'est très très long. Donc d'un côté, c'était très très bien organisé, et maintenant, on dirait que les cancres sont revenus et que c'est complètement ridicule. Amiral ? Oui, pour nos spectateurs, il faut rappeler que pendant la guerre froide, les marins, on est toujours au contact de l'adversaire potentiel. La flotte soviétique, l'escadron en Méditerranée, avait 2 points d'ancrage. Le plateau d'Alboran, qui est à l'ouvert de Gibraltar et qui a un plateau à 20 mètres de fond, et à 20 mètres. Et là, on avait 2 flottes soviétiques amarrées à longueur d'année qui ne naviguaient jamais. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils ne naviguaient jamais. Et je reviendrai sur ce que vous avez dit sur l'incapacité de se ravitailler. On mesure la capacité d'une force aérienne, navale en l'occurrence, puisqu'on parle de bateau, à se ravitailler de jour, de nuit, par beau temps, par mauvais temps, etc. Les Soviétiques n'ont jamais vraiment réussi à le faire. Ils n'ont jamais réussi à faire un vrai porte-avions. Seule leur flotte sous-marine, de sous-marins nucléaires, est nombreuse, performante et efficace. Mais là, ils ont mis le paquet, là.